Général Dutartre, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur LCI. Bon, il y a deux gros thèmes ce matin, des 20 minutes qui sont devant nous. Deux beaux thèmes, je dirais, parce qu'ils sont vraiment dans l'actu la plus chaude. On va commencer par le Niger. C'est là qu'il s'est passé le plus de choses pertinentes ces dernières heures. Vous savez comme nous que les putschistes de Niamey semblent extrêmement stricts sur la ligne qu'ils se sont donnée il y a maintenant 8 jours. Ils ont limogé 4 ambassadeurs du Niger à l'étranger, dont l'ambassadrice à Paris et celui à Washington qui a donné une interview extrêmement parlante et très alarmiste à la presse américaine, disant que si le Niger tombe, ça veut dire que les djihadistes et Wagner seront les maîtres du jeu de la Méditerranée jusqu'au golfe de Guinée, etc., etc. Comment voyez-vous les prochaines heures? Est-ce que d'ici dimanche soir et la fin de l'ultimatum de la CEDEAO, il se pourrait, selon ce que vous pouvez comprendre, que les putschistes mettent un petit peu d'eau dans leur vin et acceptent une négociation quelconque, ou c'est aucune chance? Non, vous avez tout à fait raison. D'abord, c'est assez préoccupant. Mais ce qu'on peut observer, c'est que hier, donc c'est tout récent, c'est hier soir, le Niger, enfin la junte en place a dénoncé les accords militaires. Oui, avec la France notamment. Avec les Français, donc ça c'est important. 4 limogeages effectivement d'ambassadeurs, la France, vous le disiez, les États-Unis, mais également le Nigeria et le Togo. On sait que le Nigeria constitue la force principale de la CEDEAO. Est un élément très important aussi en ce moment, c'est ce matin, c'est une délégation de la CEDEAO qui est actuellement à Niamey pour discuter avec les putschistes. Donc il est important de savoir ce qu'entre Africains, il va être dit. Ça va donc, on ne peut pas préjuger, si vous voulez, de l'avenir de cette aventure, si vous voulez, des putschistes. La seule chose que l'on sache, c'est que la CEDEAO, donc les Africains, dénoncent ce putsch. Je rappelle quand même qu'au Niger, il y a quasiment un putsch tous les 10 ans, oui. Et sans compter les tentatives à avorter. Mais on a quand même l'impression que la CEDEAO traîne des pieds, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout envie d'aller au conflit armé. Ils n'en ont peut-être pas les moyens d'ailleurs, accessoirement. Ils ont d'autres priorités économiques dans leur pays que d'aller faire la guerre au Niger. Je le pense également. Ils ont les moyens. Vous savez que le Sénégal, ce matin, a dit que si la CEDEAO leur demandait, ils enverraient leurs troupes. Les principales troupes sont celles du Nigeria, qui se trouve juste au sud et qui a une frontière commune avec le Niger. Dans tous les cas, un conflit n'est pas souhaitable. Mais effectivement, cette junte part à l'aventure quand même. Et on se demande parfois si le président Tchani, enfin pas le président Tchani, mais le chef du putsch, le général Tchani, a bien mesuré dans l'aventure dans laquelle il s'est embarqué en fait. Et pourquoi? Parce que c'est pas uniquement des accords militaires qui vont être dénoncés, mais c'est également un problème économique important. Oui. Vous savez comme moi que c'est un pays qui vit de l'aide internationale en gros. Donc, 40% du PIB, c'est de l'aide internationale. Tous ceux qui fournissaient cette aide vont dénoncer aussi leur accord. Ce pays qui est pauvre, 20 millions d'habitants, 2 fois et demi la France, a besoin de l'aide internationale. Et quelque part, c'est triste pour nos amis nigériens. Alors, le problème aussi, c'est qu'à supposer qu'il y ait intervention militaire contre les putschistes de Niamey, ça veut dire qu'il y a intervention militaire aussi contre les Maliens et les gens du Burkina, qui sont solidaires complètement. Ils l'ont dit très clairement. Attaquer le Niger, c'est nous attaquer nous. Donc c'est un embrasement régional garanti, ça. Je pense qu'on va éviter ça. Mais en Afrique, vous le savez, c'est difficile de faire des conjonctures parce que tout peut se passer très vite, dans un sens comme dans un autre. Je ne pense pas qu'on ira jusqu'au conflit armé. En tout cas, c'est pas souhaitable pour les Nigériens eux-mêmes, et souhaitable pour personne. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont d'autres préoccupations, notamment la lutte antiterroriste, qui était quand même la raison d'être des forces militaires françaises au Niger, et précédemment au Burkina Faso et au Mali. Alors justement, les 1500 soldats que nous avons sur place, plus les 1100 américains, oui. Il y a quand même plus de 2500 soldats étrangers qui stationnent au Niger. Si on en arrive aux armes et au rapport de force
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester dans leur caserne et regarder les obus passer, ou ils doivent intervenir? Donc je ne pense pas. Il ne pourrait intervenir que pour défendre des intérêts français. Des ressortissants français, pas des intérêts, mais des ressortissants français qui seraient pris en otage. L'évacuation qui s'est très très bien déroulée quand même d'une manière assez rapide. Hein. Très rapide. Plus de 1000 personnes d'Europe, des États-Unis, par l'armée de l'air et de l'espace française. Hein. C'est quand même quelque chose qui a été brillamment conduit avec 5 rotations, hein, dont plus de 550 Français, je crois. Ça a permis quand même d'enlever des prises d'otages qui auraient été très délicates en fait. Donc ça, je crois que c'est une très belle opération qui était conduite par le Quai d'Orsay et par l'armée de l'air, enfin les armées. Et oui, mais seulement 550 Français au final, alors qu'il y en a plus de 1200 au total au Niger, et avec des volontaires qui partaient. Hein, vous observerez d'ailleurs que le général Chani a dit, mais il n'y a pas de raison que les Français les gens partent. Donc ses propos sont pas très très clairs. Et en même temps, il dénonce les accords militaires. En même temps, il limoge son ambassadrice en France. On sent qu'il est, on se demande s'il n'est pas un peu dépassé par les événements. Donc on va voir l'attitude qui va être prise. Ce qui est important, c'est le résultat de cette tentative de conciliation ce matin avec les représentants de la CEDEAO et la junte qui a pris le pouvoir au Niger. Et un dernier point qui personnellement me pose question, peut-être à vous aussi, le président déchu, donc qui est retenu en otage dans sa résidence avec sa famille, a quand même pu faire passer ce qu'il voulait, notamment dans la presse américaine, en donnant une grande interview, un communiqué, etc. Les putschistes l'ont laissé faire, de toute évidence. Vous pouvez couper le tuyau, hein, comme ils ont fermé RFI et France 24. Oui, alors ça c'est récent aussi, ça date d'hier, donc ça c'est aussi un signe, hein, c'est quand même... quelque part maladroit de faire ça parce que c'est cela. Ou volontaire. Mais c'est totalement volontaire, évidemment. Totalement volontaire pour éviter, si vous voulez, qu'il y ait des propos qui ne soient pas dans la ligne, entre guillemets, du parti des putschistes, qui soient exprimés publiquement. C'est quand même des chaînes radio et de télévision qui sont écoutées en Afrique subsaharienne. Donc, c'est un vrai sujet de préoccupation. C'est quand même une affaire africaine. Hein, et il faut que les Africains essayent de régler eux-mêmes ces difficultés. Le président Bazoum a fait une déclaration qui est totalement pertinente, hein, et on sent bien que le président Chani ne veut pas non plus toucher à l'intégrité du président Bazoum pour l'instant, et on le souhaite. Il n'y a pas eu entre guillemets de mort d'homme, et c'est tant mieux. Mais en Afrique, ça peut partir très très vite. Hein. Il faut pas grand-chose, une étincelle. On a vu d'ailleurs les émeutes en face de l'ambassade de France à Niamey. Hein. Vous voyez, au départ, elles étaient censées être calmes. Elles étaient calmes, et puis d'un coup, il y en a un qui amène un torchon, qui commence à mettre le feu à une fenêtre, l'autre qui... Ça peut dégénérer très 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 vite. Général Dutartre, parlons de la situation, si vous le voulez bien maintenant, sur le front de la guerre en Ukraine ou de l'opération militaire spéciale, comme disent les Russes. Ce matin, on a diffusé un reportage qui m'a complètement fasciné avec les mécaniciens de l'armée ukrainienne qui retapent les T-62. Alors les T-62, ce sont des blindés lourds qui étaient ceux qui équipaient les armées du pacte de Varsovie, en l'occurrence, qui ont été fabriqués à Kharkiv, comme on dit maintenant, c'est-à-dire à 200 km de la ligne de front, là, dans les années 60. Et ça reste... Est-ce que, comme il était montré dans le reportage, est-ce que ça reste actuellement la colonne vertébrale blindée de l'armée ukrainienne? Parce qu'on leur a fourni des chars allemands, des chars britanniques, des Américains, etc. Mais pour l'instant, l'essentiel du matériel, c'est encore du matériel soviétique, non ? La plupart de leur matériel était soviétique, hein, de toute manière, donc y compris dans leur aviation, hein, MiG-29 et Sukhoi 27. Donc c'est pas étonnant, il faut entretenir. Ce à quoi on assiste actuellement en Ukraine, c'est une guerre de haute intensité comme on n'a pas connu depuis la Deuxième Guerre mondiale, et ça fait maintenant plus de 18 mois que ça dure, avec un nombre de tirs d'obus absolument considérable, qui a asséché toutes les réserves, tant russe que occidental pour certains formats, notamment le 150 mm. Et, les Ukrainiens disaient d'ailleurs dans le reportage, écoutez, le matériel pour tirer, on l'a, mais on n'a rien à tirer. Mais c'est exactement ça. On n'a pas de munitions. Donc, mais c'est la problématique d'ailleurs des deux camps. Tellement il y a eu de tirs d'artillerie et de tirs de toutes sortes en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on assiste à une ligne de front qui est
relativement figé, même s'il y a des offensives qu'il faut suivre avec attention côté ukrainien dans le sud et dans l'est. Également, une sorte de contre-offensive russe un peu plus au nord de Bakhmout, où c'est un endroit très tendu. Le président Zelensky en a encore parlé, je crois, hier soir ou avant-hier soir. Mais il y a une deuxième chose qui se passe, c'est en profondeur. C'est-à-dire à la fois des attaques à Kiev, à Odessa, à partir de drones ou de missiles longue portée, et c'est la même chose côté ukrainien, de plus en plus de tirs sur la Crimée ou sur les territoires occupés, ou comme vous l'avez vu peut-être hier soir, le tir d'HIMARS à 80 km au sud de Kherson. Oui, absolument. Alors, est-ce que ça laisse entendre dans votre esprit, général Dutartre, que cette contre-offensive figée pourrait se défiger d'une manière ou d'une autre? Ce matin, par exemple, quand je suis arrivé, il y avait un bandeau qui passait sur LCI disant que l'état-major ukrainien a décidé sans doute de modifier sa manière de faire à partir de la mi-août ou un peu après la mi-août, et peut-être de renforcer ses lignes sur le sud. Je veux dire que je ne suis pas un expert de l'art militaire, très honnêtement, mais ils ne peuvent pas attendre comme ça jusqu'à la fin des temps en se regardant en chien de faïence et en gagnant 3 km, en perdant 300 mètres. Ça ne va pas durer une éternité, ce truc-là. Avant le 24 février 2022, ça a duré 8 ans quand même, dans le Donbass. Oui, 2014-2022. Oui. Donc ça peut malheureusement durer très longtemps, et les choses sont... Malheureusement, ça tire tous les jours. Donc il y a des morts côté russe, côté ukrainien, et c'est quelque chose de terrible. Donc la stratégie du général Zaloujny, qui est chef d'état-major des armées ukrainiennes, c'est de trouver une manière de dépasser, si vous voulez, uniquement les lignes de front. C'est ça. Ou de pousser à un endroit où quand même ça va s'enfoncer à un moment donné. Ça peut aussi, il peut y avoir un moment de rupture assez rapide, on l'a connu par le passé. C'est pour ça que la stratégie d'attaque de drones kamikazes, parce qu'il y a aussi des drones de reconnaissance, est beaucoup utilisée, parce que ça rapporte un certain succès, à la fois les drones aériens, mais également les drones navals. Alors, je lis et j'entends également des analystes qui disent qu'il faut absolument que cette avancée se réalise avant l'hiver. Enfin, est-ce que c'est la même problématique que Napoléon et Hitler avec l'opération Barbarossa en 2023 ? Ça va tout changer l'hiver ? Dans les conflits, la météorologie et le relief sont toujours très importants. On le sous-estime tout le temps, mais vous savez, il y a 4 paramètres très importants. C'est 1, les forces en présence, donc amis, ennemis. 2, le relief. Et 3, les conditions météorologiques. Et ça, quel que soit, souvenons-nous même, l'opération Overlord, le débarquement... Ils l'ont bougé plusieurs fois. Plusieurs jours, voire presque plusieurs semaines. On cherchait la fenêtre météo propice, tellement c'est important. Général Dutartre, se pourrait-il... On avait aussi ce matin un reportage avec Medvedev qui disait, écoutez, on a quand même réussi à embaucher, entre guillemets, 231 000 Russes depuis le 1er janvier dans l'armée. Parce qu'en fait, c'est comme ça, ce sont des conscrits volontaires qui viennent et qui reçoivent des avantages en nature, sociaux pour leur famille, etc., etc. Alors, 230 000, plus les 300 000 qui étaient déjà, plus les 700 000 de l'armée régulière russe, ça fait 1,2 million. Or, Shoigu a dit qu'il lui faut 1,5 million d'hommes pour mener correctement et à bien l'opération militaire en Ukraine. Il en manque encore 300 000. Est-ce qu'effectivement, ils sont à court de personnel, là ? 1 200 000, c'est déjà beaucoup de monde. C'est du monde, oui. Beaucoup de soldats. Alors, il faut toujours se méfier de ce que dit Medvedev. Ah oui. C'est toujours excessif. Donc, entre un vœu pieux de 230 000 et ce qu'il a effectivement réalisé depuis le 1er janvier, je ne suis pas sûr qu'il y ait ce chiffre-là. Mais de part et d'autre, il y a des difficultés, bien sûr, de recrutement. Et qui a envie d'aller se faire tuer sur le front donc, c'est une problématique de la part des deux. Et vous savez, les Slaves, qu'ils soient ukrainiens ou russes, ne lâchent pas, en fait. C'est des gens extrêmement opiniâtres, c'est des guerriers, et ils vont pas reculer, en fait, ou reculer à contre-cœur, sauf des jeunes conscrits qui ont été envoyés tout au début, vous savez, et qui sont arrivés alors qu'ils n'avaient peut-être jamais fait un tir de leur vie. Donc ceux-là, malheureusement, sont morts, quel que soit le côté. Mais ce qui est terrible, c'est l'obstination du président Poutine à poursuivre cette opération militaire spéciale
avec les dégâts que ça représente et le coût humain terrible des deux côtés. Oui, mais lui, il est dans une logique qui peut se comprendre, dans la mesure où il subodore que l'Occident, à un moment, en aura marre de cette affaire-là, parce que ça lui coûte trop cher et puis qu'on a autre chose à faire, surtout si Trump revient aux affaires aux États-Unis. Lui, il a le temps, il n'a pas d'élection dans le dos, il a en fait une population qui globalement le soutient, peut-être plus mollement qu'avant, mais enfin le soutient encore, donc et ça va, il est dans sa logique, lui, il continue. Malheureusement, et c'est très cynique, on le sait, Poutine a cette caractéristique, et c'est bien pour ça que ça peut durer extrêmement longtemps, sauf s'il y a une avancée militaire convaincante, en fait, qui va déséquilibrer pas le statu quo, mais la position actuelle, en tout cas. Alors, ça tombe bien que vous soyez là, parce que ça fait longtemps, je me dis, lui, général de l'armée de l'air, il va pouvoir me répondre. Les F-16 américains, les Ukrainiens disent il nous en faut 80. L'idéal, c'est 80. Ce serait super et tout. Bon, ils n'auront peut-être pas 80. On pensait qu'ils arriveraient en 2024. Les Américains ont dit il y a 15 jours. Non. Avant fin 2023, les premiers seront livrés avec pilotes formés, etc. Ça peut tout changer, ce genre d'avion. Ça peut changer quoi? Ça peut être très important parce que, souvenons-nous, les premiers jours du conflit, le président Zelensky a demandé quoi? Une protection aérienne, une no-fly zone pour se protéger des attaques du ciel, en fait. Et l'intérêt des chasseurs comme ça, c'est que c'est multimission. C'est-à-dire que déjà, ça peut interdire à tous les avions russes de rentrer, ou en tout cas de reculer, parce qu'ils peuvent se faire intercepter par les F-16, à leur capacité de défense aérienne. C'est la même chose pour les Mirage 2000 français ou des Rafales, encore mieux. Procéder à des attaques importantes à n'importe quel endroit du territoire, détruire les drones en vol, attaquer les positions, les premières lignes par des bombardements ciblés. Donc c'est une puissance de feu et une agilité qui est la caractéristique de l'arme aérienne, bien sûr, qui est très très importante. Mais il y a beaucoup d'aspects dans ce cadre-là. C'est pour ça que ça prend un certain temps. C'est évidemment la formation ou la transformation des pilotes ukrainiens. Il faut combien de temps pour former un pilote de F-16 qui a jamais conduit ce machin-là? Quelqu'un qui... qui a jamais piloté ça. Vous savez, le niveau de formation des pilotes de chasse, c'est très simple. Ça va de 1 an à niveau 1 à 10. Ouais. Et chaque fois, c'est une année. D'accord. Alors 10 ans, c'est la plus haute expérience. Ça veut dire que c'est un chef de patrouille confirmé qui est capable de faire n'importe quel type de mission sur n'importe quel théâtre d'opération avec une expérience. Niveau 7, il vient juste d'être chef de patrouille, c'est-à-dire qu'il peut emmener n'importe quel nombre d'avions. Niveau 5, c'est qu'il peut emmener 2 avions avec lui. Donc, oui. Et niveau 3, il est opérationnel. C'est-à-dire qu'il est capable de faire toutes les missions, donc mais emmené par quelqu'un. C'est minimum 3 ans quand vous commencez de 0. Donc tout dépend en fait de niveau des pilotes ukrainiens qui sont envoyés en transformation sur F-16. Si vous avez des niveaux 10, ils vont être transformés entre 2 ou 3 mois. Si vous avez des niveaux 7, ça va être un peu plus long. Si vous avez des niveaux 5, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça veut dire que ce sont les meilleurs pilotes ukrainiens actuels sur Sukhoi, etc., qui vont se former sur F-16 le plus vite possible. C'est des choix du patron de l'armée de l'air ukrainienne, de garder un minimum, si vous voulez, de moyens aériens pour faire des opérations, tirer des Storm Shadow ou des Scalp français sur les cibles, et en même temps de faire la transformation de ces pilotes. D'accord. Et en même temps, il faut, on oublie les pilotes, mais il y a les mécaniciens. Oui. Les mécaniciens, et ces technologies qui sont différentes, et puis il y a un mode de travail occidental, même dans la conception des avions, qui est totalement différente des avions russes. Donc ça prend un certain temps, et puis il y a un point très important aussi, c'est la logistique des F-16, les pièces de rechange. Donc vous voyez, c'est quand même une affaire qui n'est pas totalement simple, et c'est pour ça que ça prend un certain temps. J'espère, pour nos amis ukrainiens, le plus tôt possible, bien sûr. Ils sont en pleine transformation en ce moment, ils sont en train de voler, évidemment, mais forcément, ça prend des mois. Encore une question de géopolitique, finalement. La Finlande vient d'adhérer à l'OTAN. Ça change quoi? Est-ce qu'on peut imaginer que la Baltique, en l'occurrence, la mer Baltique, soit la mer Noire de demain. C'est-à-dire que les tensions et enjeux qui sont en cours en mer Noire, avec des flottes face à face qui sont prêtes sur le point de se tirer dessus, ça bascule aussi avec la flotte du Nord et avec la Baltique. Pour la les Baltique, c'est pas du tout la même problématique que la mer Noire. La mer Noire est beaucoup plus étendue, beaucoup plus large, beaucoup plus longue. Et la Baltique est entourée essentiellement de pays otaniens.
donc en dehors de Kaliningrad, qui va sur la Baltique. Donc c'est pas la même chose. Par contre, ce qui change beaucoup, c'est que tout d'un coup, vous avez 1000 km de front entre l'OTAN et la Russie, directement. Enfin, ligne de front, je ne le souhaite pas, mais en tout cas, une frontière nouvelle, en fait, si vous voulez, pour la Russie. Donc c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que le président Poutine n'est pas du tout un stratège. Tous ses objectifs, en fait, il a atteint exactement l'inverse de ce qu'il avait souhaité. Écoutez, une toute dernière question, parce qu'on m'a communiqué une dépêche AFP là, dans l'oreillette. Je vous la pose, puisque vous en avez parlé en préambule et en ouverture. La délégation de la CEDEAO qui s'est rendue à Niamey a quitté Niamey sans avoir rencontré le chef de la junte. C'est un mauvais signe. Ouais, c'est pas un bon signe. Oui, c'est pas un très bon signe. C'est pas un très bon signe. On va voir ce qui va se passer. Malheureusement, en Afrique, tout est possible, hein, mais c'est une affaire africaine. Il faut qu'ils règlent ça entre eux. Les Français ou les Américains sont là pour défendre, si vous voulez, ces pays. S'ils ne comprennent pas qu'on est là pour les aider, ben c'est franchement dommage. Merci beaucoup, Général Patrick Duttart.